Frédéric Bocara, bonjour. Bonjour. Vous êtes économiste et chercheur au Centre d'économie de l'Université Paris 13. Sylvain Aurébi, bonjour. Bonjour Nicolas. Président d'Orientis, les Tekousmi, les infusions bio Love Organique. Et Marc Toiti, bonjour. Bonjour Nicolas. Économiste, président du cabinet AC Défi, vous avez publié Un monde de bulles, Bitcoin, bourse, dette, immobilier, 10 ans après le krach de 2008. Comment éviter une nouvelle crise? Ça a été publié chez un éditeur. Boukélis, le pauvre, Boukélis. Mais il faut. Le coup à tous les coups. Boukélis. Ouais, Bon. Boukélis, Du coup, on le répète 6 fois et ça marche vraiment bien. Non, c'est le meilleur moyen. Pour faire passer une info, vous faites exprès de vous planter. Oui, c'est pas mal. Non, mais j'ai pas fait exprès, j'ai rien demandé. Comme ça, tu te plantes, t'en rajoutes une couche et effectivement, l'information est beaucoup plus enregistrée. Exactement. Donc voilà, ces élus demandent le retour de la taxe carbone. Ils demandent deux choses en fait. Ils pensent qu'il faut une fiscalité écologique pour inciter à changer les comportements. C'est l'un des outils très efficaces, on le sait, mais qu'il faut aussi accompagner les plus faibles et avoir des mesures de justice fiscale lorsque l'on décide ce type de fiscalité. Est-ce que c'est votre avis, Frédéric Bocara? Taxe carbone, mais effectivement avec un système soit de redistribution vers les plus faibles, ou alors de transparence totale sur l'investissement dans la transition écologique. Oui, c'est le dogme dominant en réalité. On ne va pas recommencer. On vient de dire les gilets jaunes sont descendus en disant arrêtez la folie, et on recommence. Ça fait un peu de la provocation. C'est que c'est qu'une prise de position. C'est une annonce. C'est une annonce qui fait un peu provocation quand même. Ouais, en réalité, cette taxe carbone, pour l'objectif qu'elle remplit, elle pose deux problèmes. Un, elle n'arrive pas à modifier. Elle n'arrive pas à modifier les comportements. Elle n'arrive pas à modifier les comportements pour la bonne raison que pour les entreprises, elle répercute cette hausse de taxe sur leur prix ou sur la baisse des salaires ou des cotisations sociales. Donc elle ne change pas le comportement des entreprises. On est dans la pénalisation et la culpabilisation des ménages. Et deuxièmement, parce que l'argent qui est le produit de cette taxe carbone, est très peu utilisé pour des dépenses écologiques. Donc il faut réfléchir à une autre fiscalité qui puisse être effectivement transformée, notamment en baisse de la TVA. Là, une petite taxe carbone peut jouer son rôle, mais aussi un autre type de taxe écologique qui porterait sur les profits pour modifier les comportements des entreprises. Et surtout, des dépenses écologiques permettant d'avoir une offre alternative nouvelle, par exemple en matière de transport dans les territoires. À mon avis, c'est ça qui donnerait le signal, parce que de toute façon, sinon, on regarde année après année, dès que la croissance reprend, les émissions de CO2 reprennent. Donc il y a un problème structurel beaucoup plus profond qu'une simple taxe, et il faut une action positive et pas punitive. Pourtant, on voit que les signaux prix, généralement, ça fonctionne. Quand vous avez un baril de pétrole très élevé, c'est une incitation à consommer moins, à chercher des solutions alternatives. S'il est très bas, c'est le contraire qui se produit. Il a suffi de modifier la taxe sur le diesel pour enrayer les ventes de diesel. Donc le signal prix a un effet sur les comportements. C'est pas la taxe sur le diesel qui a enrayé les ventes, c'est aussi le prix de la voiture. Mais ça, c'est les comportements des consommateurs. Ils ont une alternative, ils ont une autre voiture possible, moteur essence. En matière de prévision et de projection pour s'adapter, par exemple, on s'aperçoit que dès que le prix du pétrole augmente, la recherche pour les énergies alternatives augmente, et puis dès qu'il baisse, elle baisse. Exactement. On ne peut pas soumettre cette recherche-là à des considérations de court terme liées effectivement aux évolutions du prix du pétrole qui malheureusement sont pas orientées durablement, qui bougent de façon liée au marché. Donc il y a vraiment quelque chose qui ne doit pas passer uniquement par le prix. Marc Toiti, la taxe carbone, mais dans cette version-là, cette version où effectivement le signal prix a un effet sur les comportements, mais il y a un système de redistribution derrière. L'argent ne doit pas servir à combler les trous budgétaires, mais soit à financer des transitions, soit carrément effectivement à accompagner les plus... Alors, tous les pays qui ont fait des taxes carbone où elle a été socialement acceptée sont des pays qui ont utilisé la recette, soit pour baisser des impôts des impôts ou des cotisations, soit pour financer des programmes sociaux dans les transports ou dans le logement, comme en Californie par exemple. Est-ce que c'est ça la bonne solution? Voilà, ce qui est amusant, c'est qu'on est finalement assez d'accord. C'est rare, je dirais une règle qui produit un consensus, c'est-à-dire de toutes les parties de l'échiquier, on va dire économique et politique. Évidemment, pour moi, ça n'a pas de sens. Qu'est-ce qui n'a pas de sens? De créer encore une nouvelle taxe, si vous voulez. C'est-à-dire que, parce que là, elle existe, il s'agirait de la dégeler. Oui, d'accord, mais je veux dire, après on vous dit oui, mais on va créer encore une usine à gaz pour défiscaliser de l'autre côté. Ça n'a pas de sens. Je vous rappelle, encore une fois, le bon sens. Nous sommes numéro 1 mondial de la pression fiscale. Oui, que ce soit les chiffres de l'INSEE, où on est à 45%, les chiffres d'Eurostat, où on est à 48% de prélèvements obligatoires par rapport à la richesse, par rapport au PIB. Donc un niveau numéro 1 mondial. Donc je sais qu'on aime être champion du monde, mais je préfère au foot, pas au niveau fiscal, si vous voulez. Donc là, ça n'a pas de sens. On veut
encore augmenter. Et surtout, le vrai enjeu, on vient de l'évoquer, mais ça c'est quand même la clé. Parce que donc moi je suis évidemment, bon, on va pas en reparler aujourd'hui, mais pour un grand soir fiscal, et je pense que c'est ça la solution aux gilets jaunes et tout ça, il faut baisser très fortement effectivement cette pression fiscale, peut-être supprimer effectivement certaines niches et clarifier un peu cet impôt. Là on veut encore créer du usine à gaz, c'est un truc de fou. On a eu, je sais pas, 4 mois presque de clash et on n'a pas encore compris. C'est vrai que c'est presque une provocation. Non mais ça je suis d'accord que le moment est mal choisi, mais tous les pays qui ont fait une taxation sur le carbone, il y en a plein, ont tous fait comme... Prenons le cas de l'Allemagne par exemple, et c'est ça où c'est très important, il faut une alternative derrière. C'est-à-dire que moi aujourd'hui, pour certains, c'est pas possible finalement d'avoir une alternative à la voiture à essence ou voire au diesel. Donc c'est vrai, là le vrai enjeu c'est que, et là c'est tout l'enjeu écologique. Pour moi la vraie écologie, c'est pas de créer des taxes, même si elles sont redistributives derrière, non. Le vrai enjeu écologique, c'est justement de créer une alternative, c'est-à-dire de créer une innovation, des innovations, de la recherche-développement, avoir justement cette alternative. Et là, à ce moment-là, effectivement, on n'aura pas forcément besoin de taxes, on ira de nous-mêmes. Mais ça, c'est le progrès technique. Ben, c'est ça. Parallèlement aussi. Regardez la voiture électrique. La voiture électrique, c'est un exemple. Oui, mais Marc, la voiture électrique, on est en train de se rendre compte qu'il faut qu'elle ait roulé 50 000 km pour commencer à avoir une facture énergétique qui est inférieure à la voiture thermique. Et simplement, la facture énergétique n'est pas au même endroit et elle n'a pas la même odeur. Je suis d'accord. Simplement, le vrai enjeu, je parle de la voiture électrique, on pourrait partir de la voiture à hydrogène, etc. C'est autre chose. Des innovations technologiques. Je rappelle que la France était justement leader dans la voiture électrique dans les années 80. Et qui a fait cette voiture électrique? C'est les Allemands ou Tesla, etc. On a toujours dit qu'une voiture électrique, c'était une petite voiture qui roulait pas vite. Maintenant, on a des BMW ou des Tesla qui vont très vite et qui roulent et qui sont électriques ou autres. Donc voilà, il faut miser sur l'innovation, pas sur la taxation. Je veux dire, c'est du bon sens. Moi, ce qui m'inquiète, c'est ça, c'est que ce mouvement des Gilets jaunes, etc., finalement, au lieu de créer du bon sens, ben, on retrouve les vieux démons. Donc ça, c'est incroyable. On veut encore augmenter la dépense publique, encore augmenter les impôts. On va parler de la réforme de la fonction publique. Le vrai enjeu aujourd'hui, il est là. Bon. Il est à la fois effectivement sur la baisse des impôts et à la fois sur le côté off, c'est-à-dire sur la technologie, sur l'innovation. Et donc, arrêtons, je dirais, de vouloir créer des nouvelles taxes. Je crois qu'en matière de transition écologique, la taxation et le prix du carbone fait véritablement partie de la panoplie des outils. On l'a dit tout à l'heure, ça va dépendre du prix du pétrole. Si le prix du pétrole baisse, c'est pas nous qui déterminons. De toute façon, ça servira pas à grand-chose. La taxe carbone, pour l'instant, c'est le prix du pétrole. Un avis là-dessus, Sylvain Aurébi? Oui. Je pense qu'on pourrait attribuer collectivement aux 86 députés le prix de l'humour politique. Ah bon? Oui, c'est vrai que je pense que oui, parce qu'arriver à sortir une taxe au moment où il y a un grand débat, les Gilets jaunes sont sortis dans la rue contre cette taxe, et arriver 2 mois et demi plus tard à dire: les mecs, on a trouvé la solution, on va faire une taxe carbone, c'est extraordinaire, c'est remarquable. Franchement, ils ont un sens politique qui... C'est pas le 1er avril pour toi. Non, ils ont un sens politique aigu. En termes de sens politique, alors, ça je l'admets. Évidemment, remettre encore une taxe, alors qu'on essaye de baisser les impôts, de baisser la pression fiscale, c'est absurde. Ça n'a pas de sens. Cette transition écologique, elle doit se faire, évidemment, mais il faut, comme le dit Frédéric, il faut le faire de façon positive. Et arrêter de taxer les gens. Aujourd'hui, on essaye de réduire les impôts. Il faut qu'on les réduise d'une façon ou d'une autre. Ça ne se produira pas. Il faut réduire les impôts. Ça ne se produira pas. Pour une fois que j'étais d'accord avec Frédéric, ça n'a pas duré longtemps. Bon, mais en tout état de cause, c'est pas en rajoutant une taxe qu'on va régler ni le problème des Gilets jaunes, ni le problème de la transition écologique. Je vous rappelle qu'il me semble que c'était quand même beaucoup de pays qui se trompent alors. Il y a beaucoup de pays pas du tout. Les autres pays ne sont pas la France. Ça se passe très différemment chez nous. Vous savez, ils n'ont pas de Gilets jaunes non plus. Et pourtant, ils ont des problèmes de pouvoir. Oui, effectivement, les Chinois quand elle a attribué la taxe carbone à un axe quelconque, je vous rappelle, je crois que c'était la redevance télé qui était prévue pour alimenter une caisse de soutien aux personnes âgées, il me semble. C'est la vignette auto. C'était la vignette auto. Voilà, c'est pas là. C'est encore un truc qui servait à rien. La vignette auto. Je n'ai pas souvenir que ça ait financé quoi que ce soit. Mais pour ajouter sur les pays, par exemple la Suède, on met toujours en exemple, 90% de son électricité, c'est hydroélectrique ou nucléaire. De son énergie, c'est hydroélectrique ou nucléaire. Donc effectivement, on va dire la taxe carbone, ça a un effet, mais parce que c'est pas le même pays. Oui, puis surtout, c'est le niveau de pression fiscale initiale. Donc, si on avait un niveau très bas, pour compléter ce que dit Marc Toiti, c'est politique industrielle et services publics. C'est ça les deux éléments positifs. Et éventuellement aménagement du territoire, ça va avec les services publics. Politique industrielle, services publics, aménagement du territoire. Là, effectivement, il y a de la dépense à faire mutualisée.
Et les prélèvements obligatoires, c'est de la dépense mutualisée. C'est pas des prélèvements, c'est de la mutualisation de l'argent pour faire ils sont bien utilisés, c'est ça le vrai. Voilà, on est d'accord. On évoquait ce matin la politique du logement ou l'éducation nationale en se disant qu'il y a peut-être des progrès à faire dans certains domaines. Mais parce que vous regarderez, beaucoup de pays ont mis en place une taxe carbone, mais effectivement avec un système d'allocation des recettes tout à fait ciblé. La Suède, il baisse l'impôt sur le revenu, il baisse les cotisations. Vous prenez la Californie, il finance des plans sociaux pour le logement, pour les transports. Vous prenez le Canada, il y a 15% du salaire du ministre qui est indexé sur la réussite et les objectifs en matière de transition écologique. Vous prenez la Suisse, une partie de la recette du carbone sert à baisser la facture des mutuelles de santé. Oui, mais tout est en ferroviaire au sens suisse. Enfin, il faut voir comment. Il y a des alternatives. Mais ce qui est intéressant, c'est ça, c'est que derrière, on a effectivement une correspondance entre les impôts éventuellement et puis les moyens qui sont mis en face. Nous, on le sait très bien, les dépenses de fonctionnement de la puissance publique chaque année augmentent de 7 à 10 milliards d'euros, donc tous les ans depuis 15 ans. Oui, donc voilà, ça c'est le vrai enjeu. Donc il faut faire les deux à la fois. Si on n'a pas une efficacité, une optimisation, une rationalisation tout simplement de cette dépense publique, eh bien évidemment, augmenter les impôts, ça n'a pas de sens. Ça fait des années qu'on dit rationaliser, baisser la dépense, la rendre plus efficace. Oui, mais passer ces 3 phrases de lancement, généralement, la panoplie des outils et les solutions ne sont pas totalement évidentes. Si, il y a bien sûr. Déjà, encore une fois, moi je me rappelle ces dépenses de fonctionnement, ça fait effectivement 15 ans qu'on les a identifiées, mais ça continue. Donc le vrai enjeu, il est là aujourd'hui, ce fameux millefeuille administratif, il continue, et on n'a pas cette rationalisation, parce que tôt ou tard, je pense qu'on voit bien, on a, je pense, aujourd'hui un vrai changement de société, et on ne veut pas réagir en conséquence. On continue de faire des petites réformettes, à droite, à gauche. Là, j'entendais le jour, enfin, je ne sais pas si c'est vrai, on va le faire, on veut retaxer la plus-value de la résidence principale. Non, ça y est, non, oui, mais un jour on dit oui, un jour on dit non. Ça a été un bruit lors du débat de Bourg de péage qui, pour l'instant, n'est absolument pas dans les tuyaux. C'est comme la taxe carbone, où il n'y aura rien derrière. Mais pourquoi on lance des idées comme ça sur le non-sens politique, je veux dire, on est sur un baril de poudre et tous les jours on a des étincelles. Il faut être sérieux. La semaine dernière, en termes de bazar fiscal, on a été très fort. Oui, mais il faut faire aujourd'hui. Il faut engager une vraie réforme. Là où Marc Toiti a raison, c'est qu'on a l'impression d'un élément un peu d'ancien régime. C'est-à-dire que on évite des choses tout en les faisant pas, en les refaisant, va en avant. Il y a un empilement de trucs compliqués comme on avait sous Louis XVI avec Necker, Turgot, etc. qui essayaient. En réalité, après cette période-là, on a augmenté énormément les dépenses publiques. Énormément, donc ce que vous appelez la pression fiscale, mais qui est la mutualisation des dépenses avec une autre organisation, mais avec un effet démultiplié. Donc il y a une vraie question. J'attire l'attention, parce que je suis ici aussi un peu un spécialiste des chiffres. Il y a un trompe-l'œil sur la dépense publique en France. Je sais ce que vous allez dire. Parce que c'est pas par rapport à la production qu'il faut le regarder, c'est par rapport aux habitants. C'est les habitants qui génèrent les besoins de dépenses publiques. Or, si on rapporte au nombre d'habitants, l'OCDE donne les chiffres, au nombre d'habitants, on est très proche de l'Allemagne et des États-Unis. Oui. En part du PIB, on est loin. En nombre d'habitants, on est à peu près comme l'Allemagne et les États-Unis, on est 2 points au-dessus d'eux. Mais eux, en plus, ils considèrent que les retraites, c'est du privé, alors que nous, les retraites, on met dans le public. Donc si on introduisait les retraites, on serait en dessous d'eux. Donc le problème, c'est qu'on manque de production privée et de production des entreprises. C'est ça la question. C'est pas les dépenses publiques. C'est la relation entre État, entreprise et le manque de production et d'activité. On y revient. Mais la politique industrielle offre utilisation des marges que font les entreprises. Le fait qu'on ait un problème de production, plus un problème d'offre qu'un problème de demande, ça. L'articulation demande-offre et comment on pousse une autre offre en France. Mais de toute façon, vous regardez les marges des boîtes françaises, on est à 10 points en dessous de la moyenne européenne. Non, on a remonté. Oui, on a remonté. On délocalise bien plus, on investit à l'étranger, on a une économie externalisée bien plus que les autres, extravertie, voire. Il y a vraiment un gros enjeu. Ça, c'est parce qu'on a des gens mondiaux dans tous les domaines. Non, mais c'est là où on a de l'inefficacité, effectivement. Le problème n'est pas un ratio de dépenses publiques par rapport au PIB. À la rigueur, si ça génère de la croissance, de la production, on est tous contents. Le problème, c'est que depuis 10 ans maintenant, la croissance annuelle moyenne en France, c'est 0,8%. Alors qu'on était à 4% dans les années 70-80 et ainsi de suite. Donc 0,8%, on voit bien qu'on a un problème. Donc c'est bien que c'est pas un problème de quantité de dépenses publiques, mais de qualité de ces dépenses. Pareil pour les impôts, c'est pas un problème de quantité, mais de qualité de cet impôt et d'efficacité, évidemment. Donc le vrai danger aujourd'hui, là, et comme vous l'avez bien dit, on est dans un monde ouvert. Non, mais on est dans un monde ouvert. Donc si effectivement on n'a pas ce qu'il nous veut, les entreprises vont voir ailleurs. C'est ce qu'on avait, je pense que c'est ce que Macron avait essayé de stopper au début. Ça a marché plus ou moins. Je me rappelle Sylvain qui avait lancé une tirade au début de Macron. Et puis on voit qu'aujourd'hui finalement on se retrouve sous Hollande. C'est-à-dire que de nouveau on a des inquiétudes. Et là c'est vrai que c'est un peu ce qu'il dit à Cour des comptes la semaine dernière. C'est un peu
comme d'habitude. Les signaux qu'on envoie aujourd'hui, quand j'étais aux États-Unis dernièrement, c'est assez impressionnant, où les chefs d'entreprise nous disent mais attendez, j'ai pas compris, la France, elle a changé ou elle a pas changé? Donc c'est ça qui aujourd'hui est très dangereux. Il faut vite, très rapidement, qu'on éclaircisse cette situation, qu'on sorte de cette crise et qu'on prenne des bonnes mesures. Alors parmi les chantiers pour changer le pays, il y en a un qui va être dévoilé aujourd'hui au syndicat de la fonction publique, c'est la réforme de la fonction publique, autour de 4 chantiers principaux. À quoi servent les instances représentatives du personnel? Va-t-on aller de plus en plus vers un statut au contrat, enfin l'absence de statut justement, et des embauches sous contrat? Est-ce qu'il faut une rémunération au mérite ou pas? Et comment obtenir plus de mobilité au sein de la fonction publique? Qui veut commencer sur ce sujet? Est-ce que c'est le moment d'engager cette réforme-là dans le contexte que nous vivons? Parce que d'ores et déjà les syndicats, avant même d'en connaître le détail, ont commencé hier par demander la suspension de cette réforme. Et est-ce qu'on peut peut-être réussir à aborder ce type de réforme structurelle de fond sur un terrain qui ne soit pas démagogique, sur un terrain qui soit un peu rationnel, un peu apaisé, parce que généralement, dès qu'on parle de ça, on va vous dire « Ah oui, mais donc vous voulez moins de profs, moins d'infirmières et moins de policiers ». Et là, tout de suite, évidemment, le débat est un peu tronqué. Ce sont des fonctions essentielles, mais il y en a plein d'autres. Allez-y, Sylvain, là-dessus. La réforme de l'action publique, elle a déjà commencé. Elle a porté beaucoup de noms. Hein. Comment? Elle a porté beaucoup de noms. Elle s'est appelée RGPP, elle s'est appelée MAP. Oui, c'est ça. Enfin, elle a commencé il y a plus d'1 an avec... mais dans le secret le plus total. Hein. Il y a eu le rapport CAP 2022. Ouais. Et il y a... Très silencieux rapport. Oui, mais très silencieux rapport, mais il se passe beaucoup de choses. Et il y a une direction qui s'appelle la DITP, qui travaille là-dessus, un monsieur qui s'appelle Thomas Cazenave, que personne ne connaît, ce qui tombe très bien, comme ça il peut travailler tranquille. C'est lui qui est derrière tout ça, il travaille à la simplification, à la réforme de l'État, de l'action publique, à une meilleure efficacité des administrations centrales, et il travaille avec tous les ministères. Il dépend de Matignon, il travaille avec tous les ministères pour simplifier les choses, pour faire que les choses fonctionnent mieux, pour que les fonctionnaires soient rémunérés au mérite. À l'époque, quand on a travaillé sur le pacte, j'avais proposé qu'on leur mette des étoiles comme sur TripAdvisor. Vous savez, quand vous sortez d'un rendez-vous avec un ministère, eh ben on note, ça a été bien, ça a été moyen, ça a été nul. Et pas à titre individuel, les étoiles, non mais... Non, pas à titre individuel, mais sur l'administration. Sur l'ensemble des services. Et donc il y a un travail de fond qui est fait en ce moment, qu'on ne voit pas, et qui va apparaître dans les mois et les années qui viennent. J'ai lu récemment que les ministres étaient obligés de plancher maintenant régulièrement devant le DIRCAP du Premier ministre et devant le secrétaire général du gouvernement de l'Élysée. Ils planchent, ils ont 2 heures chacun pour expliquer comment ils sont en train de réformer leur administration, quelles mesures ils ont mises en place et quels résultats ils ont obtenus. Ça ne se voit pas, c'est pas de l'économie telle qu'on l'imagine, on se dit on a économisé 1 milliard ici ou 1 milliard là, mais il y a un travail de fond qui est fait et c'est de là, ce travail n'a jamais été fait, c'est de là que viendront les économies, c'est de là que viendra l'agilité de l'État. Et c'est de là qu'on retrouvera des marges de manœuvre. Parce que la réalité, c'est que c'est un travail de fourmi. Alors c'est intéressant effectivement de savoir que dans l'ombre, de manière un peu ourdie, CAP 2022 n'aura pas servi à rien et n'aura pas été totalement stérile. D'ailleurs, effectivement, on a vu des éléments de contenu. Mais personne n'a dit que c'était stérile. On a juste dit qu'on n'avait pas vu les mesures parce qu'elles avaient été cachées. Mais personne n'a dit que c'était stérile. Bon, après, il va falloir un jour dégainer quelque chose et le rendre public, ça va être un peu compliqué quand même. Allez-y, Frédéric. Non, si on prend du recul sur la fonction publique, quels sont les enjeux? Vous l'avez dit vous-même. Les enjeux, c'est des infirmières, des enseignants. Ah bah vous n'allez pas vous reprendre le débat uniquement sur ce terrain-là. Macron lui-même le dit. On a parlé des 42 milliards du logement, on peut parler des 50 milliards de l'éducation nationale. On a 500 000 personnes à l'éducation nationale qui ne sont jamais devant des élèves. J'ai fait la proposition circonstancielle de la phrase, j'ai même pas fait la phrase entière. J'étais sûr que vous alliez m'attaquer le truc là-dessus. Mais c'est une réalité. Même Macron le dit. Il dit, regardez, c'est formidable, j'ai fait des classes à 15 élèves en CP. Mais voilà, on sait qu'il faut plus d'enseignants. On est très en dessous, en dépenses intérieures de recherche, on est très en dessous de tous les pays. Par contre, on a un budget de l'éducation nationale entier, 42 milliards par an, pour les seuls intérêts de la dette. Et ça, là, il y a quelque chose à desserrer. Et c'est la Banque Centrale Européenne. La Banque Centrale Européenne, elle doit financer à 0%, elle doit reprendre dans toute l'Europe. Mais c'est déjà le cas. Mais 2600 milliards, ils vont essentiellement à d'autres choses. Donc ça, c'est la première chose. La deuxième chose. La solution qui viendrait de la Banque Centrale Européenne qui financerait les dépences publiques. Bien sûr. Bien sûr. D'accord. Comme on fait dans les autres pays. Pour qu'on puisse c'est autorisé par les traités. On crée un fonds européen. On crée un fonds européen entre la Banque Centrale Européenne et les États, un fonds européen alimenté par les euros à 0% de la Banque Centrale Européenne et qui va au service public. Deuxième chose, les fonctionnaires, il y a besoin qu'ils soient indépendants, qu'ils soient formés. Il faut annoncer les choses sur la formation. C'est très important. C'est ce qu'ont fait les pays qui sont en tête de PISA, ce que vous dites. Hein. Oui, mais nous on déforme. Ils sont contractuels, ils sont bien payés, ils sont formés. Mais nous on formait, on ne forme plus.
Les instituteurs, ça a changé de nom, mais il y a toujours... Non, on supprime les IUFM. Oui, mais ils ont été transformés. Ils avaient 2 ans et demi de formation professionnelle, ils ont 6 mois de formation. On les forme en général beaucoup plus loin, mais en formation professionnelle, beaucoup moins. Et même maintenant, on nous dit qu'on va prendre des surveillants pour boucher les trous des enseignants qui manquent. Donc il y a un vrai problème. Il faut former. Il faut arrêter de les traiter comme si ils étaient des enfants assistés, infantilisés, avec des petits chefs au-dessus. Ils ont besoin d'avoir effectivement beaucoup plus de responsabilités. Par contre, l'enjeu, c'est le dialogue avec la société sur la codécision et la détermination de ce que font les services publics. Mais pour ça, il doit y avoir des fonctionnaires qui sont adultes. Oui, mais il n'y a pas que l'éducation nationale. Mais non, la fonction les infirmières, mais l'hôpital. Oui, mais vous allez me prendre les infirmières, les policiers, les profs. C'est la folie. Les policiers, mais ils en peuvent plus non plus. Donc il y a un problème de moyens. Frédéric, d'accord, on ne peut pas réduire le sujet de la fonction publique aux enseignants, aux infirmières et aux policiers. Mais on peut développer l'écologie. Quand moi, je vous ai parlé les moteurs et qu'on a vu le scandale sur les émissions de carbone, comment elles sont calculées au kilomètre carré, j'allais dire au kilomètre par les moteurs de voiture, il manque un service public pour contrôler ça. Donc partout, il y a un besoin de services publics, mais pas des services étatiques. Des services ouverts aux usagers dans la codétermination. Ça, c'est un vrai enjeu. Je sais pas, moi, pour moi, l'émission régalienne, l'émission vraiment régalienne, ça va être la défense, la sécurité, la justice, la diplomatie et éventuellement le budget. Mais à la limite, le reste, c'est pas des missions régaliennes. Peut-être qu'on peut innover par rapport au XVIIIe siècle. Je sais pas. On est au XXIe siècle. Alors, on va marquer une pause, mais on y reviendra. On a une minute. Je sais pas sur quoi vous voulez repartir. Non, voilà, non, simplement. Déjà, peut-être sur le fait. Encore une fois, je pense ça me paraît un mythe de l'idée que la Banque centrale pourrait. Non, c'est pas un mythe, c'est une réalité. Non, mais c'est déjà le cas. C'est-à-dire que le problème que nous avons aujourd'hui, c'est que grâce aux achats de dette publique par la Banque centrale européenne, on a des taux d'intérêt sur la dette publique française de l'ordre de 0,5%. Alors que si jamais on devait avoir, je vous rappelle qu'on a 100% de dette publique par rapport à notre PIB. Pas encore. Si jamais, quasiment, mais on les a. Moins que les Américains. Mais c'est différent. Oui, la dette publique américaine inclut le hors-bilan, alors que nous, non. Exactement, notamment le paiement des retraites des fonctionnaires que nous, on n'intègre pas. Mais bon, toujours est-il que, regardez ce qui s'est passé en Italie. Dès qu'on a un doute, effectivement, sur notre capacité à réduire nos déficits, eh bien, les taux d'intérêt aujourd'hui italiens sont montés à plus de 3%. Donc voilà ce qui devrait nous arriver. Normalement, si on n'avait pas la Banque centrale européenne qui était là, je peux vous dire qu'on aurait des taux d'intérêt aujourd'hui sur la dette publique française de l'ordre de 3%. Non, mais c'est ça le truc. Mais on est dans le demi-sel. Non, c'est ce qu'on appelle un aléa moral. C'est-à-dire que si on avait des vrais taux d'intérêt, c'est-à-dire taux d'intérêt à 3%, on ne pourrait pas dire il faut que la BCE aide. Donc le vrai problème, c'est que comme on n'a pas cette sanction de la réalité, eh bien finalement on continue. Non, bien sûr, mais qui finance la dette? C'est nos financiers. Donc si on avait aujourd'hui des vrais taux d'intérêt qui seraient à 3% sur la dette publique française, qui sont les taux d'intérêt qu'on mérite, là je peux vous dire qu'on... Mais le sujet, alors on va marquer une pause. Marc, j'aimerais avoir votre avis parce que le sujet, on avait commencé à l'évoquer notamment avec Éric Chalet. Et ça va au-delà simplement du fait qu'on a des taux effectivement probablement artificiellement bas parce qu'on est le parapluie allemand et qu'on est globalement la dette souveraine privilégiée par rapport à la dette allemande qui n'en émet plus ou quasiment plus, du coup on vient chez nous. Mais il y a cette idée qui est quand même régulièrement entendue que le Graal, c'est dans la solution de la Banque Centrale Européenne qui va nous libérer de toute pression extérieure en nous finançant à zéro. Oui, bien sûr. Mais à condition qu'on développe. C'est-à-dire qu'il faut des conditions et des critères. Oui, mais vous savez bien, cette solution, elle marche pas. Et puis, sur la fonction publique, il y a quand même... voyons, la fonction publique, ça fait 5 200 000 personnes. Il y a sûrement des choses à envisager sans forcément aller taper là où ça fait le plus mal sur les professions les plus passionnelles dans l'opinion, qui sont effectivement les trois qu'on a cités comme d'habitude. Mais oui. Il y a autre chose à faire. Mais non. Mais si. Si on veut faire évasion fiscale, il faut aussi une profession qui n'est pas passionnelle, qui sont les contrôleurs fiscaux. Oui, mais bon, après... On va contrôler. On marque une pause. Parce que les émissions... Si on veut commencer à détailler ce chiffre de la fraude fiscale qui inclut du légal, de l'illégal... Il ne vous semble pas qu'il y a assez de contrôles comme ça aujourd'hui? Non, mais pas les mêmes contrôles. Quand vous rencontrez les contrôleurs fiscaux, vous dites j'ai 30 en face de les Français, disait Georges Pompidou en 1966. Quand ils voient Frédéric Bocara, arrêtez d'emmerder les Français. Sylvain, arrêtez de bouffer la pendule. Alors, on marque une pause, on y revient. Vous me direz ce que vous pensez de cette réforme de la fonction publique telle qu'elle est engagée aujourd'hui. Et si j'avais commencé en disant, est-ce qu'on peut aborder ce sujet de manière sereine, posée, apaisée, objective? Tout à fait serein. Objective de manière. Non, c'était pas objectif, c'était serein. À tout de suite.